Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ce midi de la recherche qui va porter sur la gestion de crise et la logistique des services d'urgence. Mon nom est Caroline Aubé, je suis professeure et directrice de la recherche à HEC Montréal et j'aurai le plaisir d'animer nos échanges ce midi. Donc, avant de débuter, j'aimerais rappeler que nos midis de la recherche sont enregistrés avec l'accord de nos panélistes et qu'ils sont disponibles par la suite sur notre chaîne YouTube. Donc, comme je l'évoquais il y a un instant, ce midi, on discutera de la pertinence des recherches en gestion pour faciliter la gestion de crise et la logistique dans les contextes d'urgence. Donc, ce sont des thématiques qui ont gagné beaucoup en importance ces dernières années avec l'intensification des crises de toutes sortes, crise environnementale, crise géopolitique, crise sanitaire, etc. On en entend parler tous les jours dans les médias et malheureusement, ces crises-là nous touchent souvent de plus en plus près. Donc, la capacité, évidemment, des organisations à faire face efficacement et promptement à ces différentes crises est devenue un enjeu de société majeur aujourd'hui. Mais, si je peux me permettre, heureusement, en gestion et à l'école en particulier, on a un rôle à jouer. Donc, on a des chercheurs qui ont des expertises et qui peuvent avoir un éclairage qui est précieux pour comprendre, anticiper et coordonner la gestion de crise et les services d'urgence. Donc, pour discuter de ces sujets complexes aujourd'hui, on a trois invités, trois professeurs qui sont experts sur ces sujets-là et qui sont passionnés également, qui joignent leurs expertises dans leurs projets de recherche pour favoriser une meilleure réponse en contexte de crise. Donc, tout d'abord, on accueille Marie-Ève Rancourt, qui est professeure titulaire au département de gestion des opérations et de la logistique, qui est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en analytique des chaînes logistiques humanitaires. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Nous avons aussi la professeure Valérie Bélanger, qui est également professeure au département de gestion des opérations et de la logistique et titulaire d'un professeurship de recherche sur la logistique des services d'urgence et de santé. Donc, très heureuse que tu sois avec nous, Valérie, ce midi. Merci pour l'invitation. Et nous avons également le plaisir d'échanger ce midi avec la professeure Fanny Couture, qui est du département de management et qui est reconnue pour son expertise en gestion de crise. Donc, merci également, Fanny, d'être avec nous ce midi. Merci. Donc, durant la prochaine heure, Marie-Ève, Valérie, Fanny vont nous partager leurs expertises et leurs projets de recherche, leurs activités de transfert en lien avec la gestion de crise et la logistique des services d'urgence. Et comme d'habitude, on préservera une quinzaine de minutes vers la fin pour que vous puissiez interagir directement avec les panélistes. Donc, pour ceux qui sont en présentiel, il y a des micros, donc vous pourrez poser vos questions. On a normalement quelques dizaines de personnes aussi en ligne, donc c'est un événement qui est hybride. Vous pourrez inscrire vos questions là, à la toute fin dans la fenêtre de clavardage. Puis, c'est notre collègue, le Mathieu Aubin, de la direction de la recherche, qui va pouvoir identifier quelques questions puis les lire pour vous au micro. Donc, voilà. Donc, commençons avec une première question pour mettre la table puis illustrer un peu là, vos travaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, chacune d'entre vous, d'un projet de recherche ou d'une activité de transfert que vous avez réalisé ou qui est en cours en ce moment, puis qui illustre bien là, ce que vous faites? Donc, pour cette première question, on a convenu un ordre de parole avec les panélistes. Donc, on débutera avec Fanny, suivie de Valérie et de Marie-Ève. Oui. Donc, en fait, bon appétit à tout le monde qui mange dans la salle et en ligne. Donc, un projet de recherche qui est en cours présentement pour moi, c'est l'étude d'un centre de commandement. Donc, un centre de commandement, c'est un espèce de centre, là, tu sais, dans les films hollywoodiens, là, il y a plein d'écrans, puis les gens écrivent, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Get the president on the line! » Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est des centres pour gérer des crises dans des communautés locales. Et moi, j'ai eu la chance d'étudier un centre de commande qui est un des plus innovants au monde en Australie, dans la ville de Gold Coast. Donc, Gold Coast, on parle d'une ville où il y a 12 millions de visiteurs par année, une population d'1 million, 80 km de rivières et de ruisseaux, 774 hectares de lacs, de barrages et de canaux. C'est plus gros que Venise en termes de canaux. Et 70 km de plage avec un centre-ville qui donne directement sur la plage. Donc, en termes de gestion de désastre, c'est comme le Holy Grail, tu sais.
On a un risque d'inondation, de vents violents, de feux de forêt, parce qu'on est proche des feux, de tornades, d'ouragans. Donc, bref, ils ont eu leur lot de catastrophes et de sinistres dans leur historique et éventuellement, ils ont décidé de mettre sur place un centre de commandement en bonne et due forme qui est dédié à la résilience de la communauté. C'est un centre de 24 millions de dollars. C'est vraiment le net plus ultra en termes de technologie, tout ça. Et donc, moi, je me suis un peu imbriquée dans ce centre-là. J'ai fait de l'ethnographie pendant, on and off, là, pendant 2 ans. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était toute la prise de décision stratégique. Comment est-ce qu'on pense à court et à long terme durant les crises? Quelle est la forme que la gouvernance prend dans des situations très dynamiques? Comment est-ce qu'on escalade ça d'un niveau municipal à un niveau provincial et éventuellement national, international? Et aussi, comment est-ce qu'on gère les transitions? Parce que ça, c'est des équipes permanentes qui travaillent à la résilience communautaire et puis, pouf, d'un seul coup, ils doivent s'activer. Donc, ils basculent en activation où leur rôle change, où ça devient plus dynamique. Donc, qu'est-ce que ça fait sur les équipes de vivre ces transitions-là dans leur rythme de travail? Donc, ça, c'est un peu les thèmes avec lesquels je m'amuse présentement en lien avec ce terrain-là. Et avec Valérie et Marie-Ève, j'essaie de ramener cette expertise-là aussi au Québec. Donc, qu'est-ce qui est les bons éléments, peut-être les moins bons éléments d'une approche comme celle qui a été adoptée par la ville de Gold Coast, dont on pourrait s'inspirer ici. Voilà. Très concret. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Valérie? Bien, moi, en fait, je m'intéresse depuis longtemps, on n'ose plus dire depuis combien de temps, à la logistique des services d'urgence. Là, j'ai commencé avec ma thèse avec les services préhospitaliers d'urgence. Puis, au fur et à mesure là, des expériences, des partenariats, j'ai élargi, disons, l'éventail de contextes avec le contexte de la santé, mais aussi le contexte de gestion de crise. Puis, ce qui m'occupe plus particulièrement ces temps-ci, c'est tout ce qui est gestion des feux de forêt. On l'a vécu au Québec en 2023. On en entend parler là, régulièrement dans les médias, que ce soit ailleurs au Canada ou à travers le monde. On sait que les feux de forêt nécessitent une planification rigoureuse, une coordination entre différents acteurs. Il y a des problèmes quand même vraiment importants. Donc, notre équipe de recherche travaille sur différents problèmes en lien avec les feux de forêt. Ça va aller de la planification ou de la gestion des stocks d'équipements de suppression, comme les pompes, les tuyaux dont les pompiers forestiers ont besoin, jusqu'à l'évacuation des communautés, comme les évacuations qu'ont connues certaines municipalités au Québec, comme je l'ai mentionné en 2023. Donc, avec Marie-Ève, on a travaillé là, dans les dernières années sur le développement d'outils pour la planification des évacuations afin de soutenir les municipalités à élaborer, dans l'élaboration, en fait, des plans d'évacuation dans différents contextes. Donc, qu'est-ce qui se passe si une route est fermée? Qu'est-ce qui se passe si on évacue seulement une portion de la population? Donc, on développe des outils d'optimisation puis aussi des outils de visualisation dans ce contexte-là, toujours dans l'optique là, de soutenir les équipes sur le terrain, de soutenir les municipalités. Donc, on a plusieurs municipalités avec qui on a discuté afin de bonifier ces outils-là, puis on est encore là, en train d'y travailler. On a aussi, à la suite là, des feux de forêt 2023, malgré la tristesse de ces événements-là, on a voulu en apprendre davantage. On a fait une enquête par sondage pour être en mesure de mieux comprendre l'aspect logistique des évacuations, dans la perspective des évacués, mais aussi là, tout ce qui est comportement, les éléments comportementaux pour en prendre compte dans nos modèles. Puis récemment, bien, là, on est ici les trois, fait que je vais me permettre d'en parler, mais on a déposé une demande là, pour s'intéresser plus particulièrement à la gestion des ressources comme les avions citernes, les hélicoptères, les équipes de pompiers forestiers au sol, dans le contexte des feux majeurs qui sont beaucoup moins étudiés que l'attaque initiale. Là, je ne rentrerai pas dans les détails techniques là, de la gestion des feux. Puis l'idée vraiment, c'est de marier nos expertises, les expertises de Fanny en ethnographie, méthode plus qualitative pour avoir vraiment une bonne compréhension du problème, pour ensuite basculer vers le développement là, d'outils intégrés avec l'intelligence artificielle, la recherche opérationnelle pour répondre aux besoins des gens sur le terrain. On vous sent vraiment ancré dans la réalité, puis les besoins de société actuelle, puis l'importance de l'interdisciplinarité aussi. Merci. Valérie, Marie-Ève?
Oui, mais avant d'expliquer un peu un projet en particulier, je voudrais juste un peu expliquer c'est quoi ma démarche en recherche. Donc, moi, je fais de la recherche appliquée en sciences des données. Donc, tout va partir d'une conversation avec un organisme humanitaire. Ça peut être Première urgence internationale en Irak, le programme alimentaire qui travaille dans plusieurs pays, en Éthiopie, au Kenya ou dans les Caraïbes. Donc, ou aussi avec les banques alimentaires du Québec. Donc, ça part d'une conversation, puis l'idée, c'est d'essayer de voir, OK, est-ce qu'on est capable de structurer un problème spécifique en lien avec la logistique sur lequel on peut s'attarder, puis aussi de développer des outils qui vont permettre de soutenir la prise de décision. Pour ma part, j'ai fait différents projets là, pour la gestion de crise en urgence, mais surtout dans une optique de préparation, parce que pour être bien préparé à répondre à une crise, il y a tout un travail en amont qui doit se faire pour être bien préparé. Donc, j'ai fait beaucoup de projets qui sont en lien de la gestion de risques, étudier les risques, déterminer de la planification de réseau. Mais depuis mes débuts, depuis que j'étais au DOC, que j'ai commencé à faire de l'humanitaire, j'ai travaillé beaucoup dans des contextes de crise prolongée. Donc, c'est quoi une crise prolongée? Donc, par opposition à une crise là, qui commence, qui est explosive, qui commence, qui a une fin prédéfinie, j'ai travaillé sur des crises qui sont très complexes, qui sont dues à une composition de facteurs, de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire, de l'instabilité politique, qui peuvent être aussi exacerbées par des désastres naturels ou des désastres créés par les humains. Donc, c'est un contexte dans lequel on ne veut pas nécessairement juste donner de l'aide immédiate, mais aussi s'assurer que dans nos solutions, on renforce la résilience locale. Puis aussi, ça demande beaucoup une approche multisectorielle pour s'assurer de proposer des bonnes solutions. Une organisation avec laquelle j'aime beaucoup travailler, ça fait longtemps, c'est le Programme alimentaire de l'ONU. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez bien l'UNICEF. L'UNICEF, c'est une organisation onusienne dont le mandat, c'est d'aider les enfants, alors que le Programme alimentaire mondial, son mandat, c'est l'insécurité alimentaire. Donc, c'est la plus grosse organisation humanitaire au monde. Bon, avant l'époque trumpiste, on gérait de 5 à 7 milliards de dollars par année. On opérait dans 80 pays. Donc là, on parle de grosses opérations. L'aide alimentaire, là, on ne donne pas une canette de sauce à spaghetti avec des pâtes. Là. On gère du grain en vrac. C'est des centaines de camions qu'on gère par jour. Donc, c'est des grosses distributions dans des contextes très compliqués. Donc, mon premier projet, par exemple, parce que quand je travaille avec une organisation, je ne sais pas, hein, ça part d'une conversation. Maintenant, quel outil va falloir développer, quelle méthodologie? Ça peut aller dans toutes les directions, comme par exemple, en Éthiopie et au Kenya, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on paye un prix juste pour nos services de transport? Donc, ça a l'air simple, mais c'est une question extrêmement compliquée à répondre. On opère dans des marchés qui ne sont pas transparents ou qui peuvent avoir des irrégularités. Donc, on a des centaines et des centaines d'origines-destinations. Comment on fait pour savoir si payer 2 piastres par tonne par kilomètre, c'est bien ou pas? Donc, pour arriver à répondre à cette question-là, on a fait des modèles économétriques ramassés de données, puis ça nous a aidé à trouver est-ce qu'il y a des endroits où il y a semble avoir quelque chose de bizarre. Maintenant aussi, dernièrement, on a travaillé avec le programme alimentaire au Venezuela. Là, maintenant, au Venezuela, c'est d'autres types de programmes. Donc, on fait des cantines scolaires. Donc, l'idée ici, c'est d'encourager les gens à aller à l'école. Donc, on va distribuer de la nourriture dans les écoles. Donc, il faut couvrir des milliers d'écoles. Donc, il faut faire des tournées de camions, là, des runs de lait. Donc, maintenant, ce qu'on a fait, c'est des logiciels d'optimisation qui permettent de déterminer, OK, comment on fait pour optimiser nos routes de camions, pour s'assurer de minimiser les coûts, de le faire dans des délais courts, puis de respecter toutes sortes de contraintes.
Donc, c'est un Google Maps très sophistiqué, si vous voulez, qui permet de les aider à faire toute la planification. Donc, c'est le genre de problème sur lequel je m'adresse, ce genre d'outils. Comme je vous dis, là, ça peut aller dans toutes les directions, là, quel type de solution il faut développer. Donc, c'est ça. Wow, passionnant. Ça demande des expertises très sophistiquées, mais ce qui est remarquable dans les 3 cas, c'est que ça prend aussi une connaissance du terrain qui est très étroite, là. Donc, on ne peut pas faire ça dans sa tour d'ivoire. Hein. Vous êtes tout le modèle contraire de cette dynamique-là. Mais en même temps, vous avez des expertises pointues que vous mettez au service de réalités très concrètes et importantes. Là. Fanny? Puis, juste pour faire du pouce sur ce que Marie-Ève a dit, c'est un élément qui émerge de plus en plus dans la littérature sur la crise. Là. On a une crise comme un événement et une crise comme un processus. Hein, et plus on avance, plus on réalise qu'il faut traiter les crises avec une lunette process, donc une lunette de processus. On parle de grands défis, de polycrise, de métacrise. Je pense que tu en avais trouvé un autre, protracted crisis. Donc, on a cette espèce de liste d'épicerie-là maintenant qui commence à se diversifier pour parler de cette complexité-là autour des crises. Et même pour Valérie, oui, le feu, c'est ici maintenant, mais ça fait partie d'une crise encore plus grande. Moi, dans mon terrain, il y avait des crises organisationnelles en plus de la gestion de crise. Donc, tu sais, on voit que c'est un mot qui est très versatile. Et je suis d'accord avec Valérie avec Marie-Ève quand elle dit on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On rentre sur le terrain, on développe des relations et puis on voit comment on va créer un ancrage avec le terrain pour éventuellement faire des contributions plus théoriques. Là. Mais ouais. Il y a une grande complexité puis de multiples crises là, qui interagissent. Merci beaucoup. Ça met bien la table. Ça illustre bien là, l'intérêt de vos travaux, la complexité aussi de vos travaux. Ma deuxième question vous concerne plus vous comme chercheur. Donc, c'est un thème extrêmement important, mais je vous sens très engagé aussi. Qu'est-ce qui explique que vous ayez choisi de consacrer votre carrière, votre carrière, ou en tout cas une partie très importante de votre carrière, à ces thématiques-là liées à la gestion de crise, puis à la logistique des services d'urgence? Puis qu'est-ce qui vous motive à continuer aussi dans cette voie-là, puis à être autant motivé? Donc, pour cette question, Fanny, ensuite Marie-Ève et Valérie. Oui. Donc, pour moi, en fait, la raison pour laquelle je m'intéresse à la gestion de désastres ou de sinistres, c'est parce que c'est des cas révélateurs. Donc, pour revenir à mon blabla sur les crises, si on regarde vraiment l'étymologie du mot crise, c'est un tournant dans une maladie qui va peut-être résulter en une guérison ou la mort. Hein? Mais c'est un moment clé où on doit prendre une décision, on doit avancer et il va y avoir un branchement qui va se passer. Donc, l'interprétation moderne, là, c'est vraiment une transformation nécessaire pour le meilleur et pour le pire. Et quand ça arrive, bien, on se ramasse dans des contextes extrêmes. Donc ça, c'est une nouvelle littérature qui est en train d'émerger. Et les contextes extrêmes, c'est vraiment des situations où les capacités organisationnelles commencent à être fébriles. On est confronté à des éléments non prévisibles qui peuvent menacer ces capacités-là et qui peuvent avoir des impacts sur les individus. Donc, ça a des impacts matériels, psychologiques ou physiologiques. Là. Donc, vraiment, ça a une portée assez importante. Donc, pour un chercheur, de pouvoir être immiscé dans ces processus-là, puis d'observer l'humain dans des moments de crise, bien, c'est là qu'on voit le beau puis le pas beau, en fait. Donc, parce que tout devient plus ouvert. Donc, tu as des tensions latentes, des jeux de pouvoir, plein d'affaires qui, dans un 9 à 5, on ne le verrait pas forcément émerger. Et puis là, durant le moment de la crise, ça devient très, très visible. Donc, on peut voir des biais cognitifs qui vont arriver, on peut voir des dynamiques d'équipe, des prises de décision aussi qu'on ne s'attendait pas du tout. Donc, il y a beaucoup de surprises. Et les cas extrêmes, il y a eu plein de contributions théoriques qui ont émergé de cas extrêmes. Donc, on parle par exemple de sense-making, sense-breaking, normalization of deviation, avec Diane Vaughan qui a parlé du Challenger Launch Decision. Donc, c'est la fusée qui a explosé. Elle a découvert des processus décisionnels à travers ça. Le Logic of Tact récemment qui a été identifié. Donc, beaucoup d'apports théoriques qui sont venus grâce à nos observations des crises. Donc, moi, c'est ce qui m'anime
j'aime, c'est ce qui me fait triper. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je vais vous partager un commentaire du directeur du centre de commandement lorsque j'ai quitté la dernière fois. Il a envoyé ça à toute l'équipe. Il a dit « Fanny has been on such a journey with this team. To be honest, she has probably seen us at our best and our worst in the sample times she's been with us. » Donc, et si je peux le traduire grossièrement, c'est dire Fanny, elle a vraiment vécu quelque chose avec nous. Elle nous a vus dans le meilleur et dans le pire. Et pour moi, ça, c'est ce qui est extrêmement gratifiant dans ce genre de recherche-là, c'est qu'on est vraiment dans le pire et le meilleur de l'humain, si je peux me permettre. Ouais. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des méta-apprentissages. Finalement, tu apprends sur la crise, mais tu apprends beaucoup sur les personnes puis leur interaction aussi. Tout à fait. Oui, effectivement. Très intéressant. Merci, Fanny. Marie-Ève? Bon, d'abord, d'une part, là, je pense que c'est évident, là, je veux dire, l'impact que tu peux avoir quand tu arrives à proposer des solutions qui vont être plus efficaces, mais ça se résulte en plus de gens qui vont manger, plus de gens qui vont avoir accès à des soins de santé, puis plus de gens qui ne seront pas dans des situations difficiles. Donc, je pense que c'est assez évident que ça fait plaisir de savoir que l'impact que tu peux avoir, ça va pouvoir aider des personnes. Mais bon, en termes de recherche, là, quand on fait son travail ou ses loisirs au quotidien, tu sais, on les fait parce qu'il y a quelque chose qui nous donne un buzz. Bon, il y a des gens qui ont des buzz parce qu'ils vont descendre des pistes de ski inexplorées dans des montagnes quelconques, d'autres parce qu'ils arrivent à faire des mots croisés bien difficiles. Mais moi, mon buzz, là, quand je fais de la recherche, j'ai comme deux formes de buzz. Premièrement, comme je vous ai dit, ça part d'une conversation. Puis, tu sais, moi, je suis mathématicienne de formation. Donc, ça va de gauche puis à droite, là, puis arriver à structurer un problème. Puis là, le mettre clair, puis le modéliser. Là, ça me donne un buzz, là, parce que là, on arrive à partir d'un blur puis arriver à quelque chose de clair. Mais ensuite, là, il faut le populer avec des données. Les données, là, on ne nous les donne pas là, sur un plateau d'argent, là, toutes belles, là. Là, il faut figure out, là. Comment on va aller chercher les données, ce qu'on n'a pas, comment on va les estimer, comment on va mettre tout ça ensemble là, pour arriver à développer une approche qui va nous recommander des solutions. Puis là, comment on va les visualiser, ces affaires-là? Comment on va mettre ça clair? Les bons indicateurs de performance, faire des belles maps puis faire des beaux graphes. Vous avez mes étudiants, là, ils vont vous le dire, là, je suis assez tannante. C'est pas beau, c'est pas clair, il faut que ce soit beau, c'est pas beau. Fait que là, tu sais, j'ai un plaisir, là, c'est comme si j'arrive à créer une œuvre d'art intelligente, utile. Puis ça, c'est buzz numéro 1. Mon buzz numéro 2, c'est, bon, pour les projets là, de grande envergure, quand on arrive à, parce que c'est des problématiques interdisciplinaires. Puis il y a des gens intelligents, là. Par exemple, si on pense à l'insécurité alimentaire, les économistes se sont penchés là-dessus à comprendre l'impact de l'aide alimentaire. C'est-tu bien, c'est-tu pas bien, qu'est-ce que ça fait sur les marchés locaux, qu'est-ce que ça crée? Moi, je fais de la logistique. Est-ce que je suis capable d'arriver à prendre ce savoir-là, de mettre dans mes approches de solutions là, pour essayer de modéliser l'impact économique à travers mes solutions logistiques? Puis là, c'est d'arriver à voir, OK, qu'est-ce qu'ils font ailleurs? Là, mais c'est sûr, je ne suis pas économiste, je n'arrive pas à faire ça là, de façon très, très élaborée, mais quand même d'aller chercher ce qu'il faut puis mettre ça dans mes approches logistiques. Ou quand on a fait, par exemple, dans les Caraïbes, un réseau de prépositionnement, déterminer je les mets où, mes stocks, dans quelle quantité pour être sûr que quand il arrive quelque chose, c'est à bonne place, que j'en ai pas trop pour pas que ça se gaspille, mais que j'en ai assez s'il arrive quelque chose. Mais, hey! Ça, là, ça ressemble à une police d'assurance, mais une police d'assurance physique. Donc, dans les théories des assurances, comment ils font pour gérer ça? Puis moi, comment j'arrive à prendre ces idées-là, puis de mettre ça dans un réseau logistique, puis de combiner ça ensemble? Puis aussi, comme Valérie l'a dit, les sociologues, les anthropologues, ils se posent la question, quand tu es une victime, c'est quoi ton comportement? Qu'est-ce que ça fait? Bien, je peux-tu, moi, mettre ça dans mes modèles pour essayer de proposer des meilleures méthodes de planification?
Donc, quand j'arrive à aller chercher du savoir qui vient de d'autres disciplines, puis de merger ça avec mes modèles logistiques, là, ça, c'est le buzz ultime. Parce qu'après, il faut créer une histoire, puis il faut arriver à, oui, proposer des solutions pratiques, mais il faut aussi faire de la recherche, là. Fait que des fois, tu te fais critiquer ce que tu fais, c'est trop pratique, tu n'as pas de contribution scientifique. Des fois, tu as trop de contributions scientifiques, c'est pas pratique. Puis là, arriver à trouver la bonne balance là, pour convaincre que tu es capable d'avoir les deux, puis de faire la bonne histoire pour le montrer. Donc ça, là, ça vient me chercher, là, puis ça m'anime. Ah, merci d'avoir partagé ton buzz. On est comme rentré dans ta tête, là. Mais... Puis, donc, il y a du sens, évidemment. Vous travaillez sur des problématiques tellement importantes, mais il y a un plaisir intellectuel intense aussi qui est derrière ça, là, dû à la complexité de toutes les expertises que tu mets ensemble. Merci beaucoup, Marie-Ève, de nous avoir partagé ça. Valérie, toi, qu'est-ce qui te motive? Passer après ça, ça a l'air un peu plate, mais... Marie-Ève et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Fait que c'est sûr qu'on partage une partie du buzz ensemble. Puis à la blague, tu sais, des fois, à la fin de la journée, on se parle, on fait le point, puis quand ma fille est là, elle est comme « Oh là, tu parles avec Marie-Ève, là, ils vont partir sur quelque chose, puis ils vont réinventer le monde. » Fait que elle trouve toujours que mes appels avec Marie-Ève sont interminables parce qu'on s'embarque dans plein de choses. Puis fait qu'on est animés par beaucoup de buzz communs, je dirais. Donc, il y a, oui, bien sûr, l'aspect qu'on peut aider, qu'on peut avoir un impact, le défi scientifique que ça amène, puis, bon, le côté humain. Si je parle plus du défi scientifique, moi, ce qui m'a toujours animée dans l'urgence, c'est le fait que ces problèmes-là sont extrêmement dynamiques, extrêmement incertains. Si on prend l'exemple des feux de forêt, on peut rien faire pendant des mois. J'exagère, rien faire, mais ne pas être confronté à des situations pendant des mois. Puis à un certain point, tout éclate. Il y a beaucoup de corrélations. Donc, quand ça va mal partout en même temps. Puis là, il faut se revirer de bord très, très, très rapidement. Fait que tout bascule, il faut répondre rapidement aux besoins, il faut envoyer des gens. Fanny parlait des centres de crise où il y a des personnes qui travaillent de manière permanente, mais il y a aussi des gestions de crise. Dans les feux de forêt, par exemple, c'est des gens qui sont dans d'autres emplois, qui vont être parachutés sur un feu majeur, par exemple, qu'il faut qu'ils se coordonnent rapidement. Fait qu'il y a cet aspect-là de dynamisme, d'incertitude très fort. Il n'y a pas deux crises pareilles, il n'y a pas deux équipes pareilles. On est toujours en apprentissage. Fait que ça m'anime beaucoup. Puis c'est très différent d'une chaîne de production qui va être relativement stable, qui va mener les opérations similaires, bien qu'il y ait un peu d'incertitude quand même, là. Fait que c'est vraiment quelque chose de très différent, qui bouge, qui évolue, puis on a une marge d'erreur qui est quand même assez faible. Fait que d'être un peu sur ce qui-vive-là, tu sais, oui, on est dans notre bureau, puis on essaie de développer des outils, mais en leur parlant, en discutant avec eux, on vit un peu à travers ça. Marie-Ève l'a souligné. Bon, Marie-Ève est mathématicienne de formation. Moi, je suis ingénieure mécanique de formation. Fait que moi, un de mes trips, c'est quand j'arrive dans un nouvel environnement, dans une équipe, dans un entrepôt. Là, on dirait que c'est ça. Là, c'est d'essayer de formaliser quelque chose qui est un peu chaotique. Donc là, on voit des processus. Fait que là, comment on peut formaliser, comment on peut les structurer pour être en mesure, par exemple, là, je fais une petite parenthèse, il y a beaucoup de bénévolat ou des gens, justement, temporaires qui sont amenés pour gérer des opérations. Comment on peut simplifier leur travail, comment on peut leur fournir des outils. Fait que j'aime vraiment là, arriver dans on va dire, un bordel puis essayer de faire du sens de tout ça puis d'en apprendre davantage. Fanny le mentionnait aussi, en gestion de crise, on voit le pire et le meilleur de l'humain. Comment on fait pour intégrer ça dans nos modèles? Comment on fait pour nuancer les recommandations qu'on va faire en prenant en compte que dans une situation de crise, l'être humain ne réagit pas toujours de manière rationnelle. Hein? Fait que ça, c'est quand même un point important. Fait en résumé, c'est vraiment une part le côté, le défi intellectuel que ça amène, le défi scientifique que ça amène au niveau de la structure des problèmes, de la richesse et de la complexité de ces problèmes-là. Le côté humain, qui vient un peu brouiller le portrait quand on essaie de faire des beaux modèles. Souvent, ça ne marche pas du tout quand on les confronte à la réalité. Fait qu'il faut toujours s'adapter. On est constamment en apprentissage. Puis, bien sûr, Marie-Ève va commencer avec ça. Là, il y a l'impact concret qu'on peut avoir qui est toujours là, au-dessus de nous, puis qui nous motive à continuer, même quand c'est difficile, parce qu'on va y arriver tantôt, mais il y a quand même des défis aussi importants à adresser ce genre de problème-là. C'est très intéressant. Puis vous apportez, il y a beaucoup de points communs. En même temps, vous l'expliquez d'une façon qui est différente. Hein. Il y a un sens là, qui est le moteur, mais il y a aussi toute cette complexité-là, puis l'accès au terrain. Donc,
Vous faites un travail formidable, mesdames. Je comprends pourquoi ça vous motive autant. Ma troisième question, peut-être la plus importante, elle concerne l'impact que vous aimeriez avoir ou que vous avez déjà, puis l'impact au sens large. Donc, on parle souvent d'impact dans le milieu académique, mais l'impact, vous en avez certainement au niveau des organisations qui interviennent sur le terrain, des gouvernements, des décideurs, sur vos étudiants. Donc, de quoi vous êtes le plus fier actuellement, mais de quoi vous pourriez être le plus fier aussi plus tard? Marie-Ève, tu as un peu évoqué aussi l'impact, vous l'avez dit, mais si on focus sur ça, qu'est-ce qui est vos plus grands espoirs en termes d'impact? Donc, on peut commencer avec Marie-Ève, suivie de Valérie et de Fanny. Donc, une chose que, je suis fière, tu sais, en pièces détachées, là, je suis fière de mes petites œuvres d'art, là, que je vous ai expliquées tantôt. Puis aussi, tu sais, le processus, là, d'avoir travaillé avec les organisations, puis tu sais, ils réfléchissent pas comme nous, là. Ils ont une autre façon de réfléchir, tu sais, donc on les aide à réfléchir autrement, puis tu sais, aussi d'arriver à faire des recommandations où mettre les sources d'eau potable au Népal, tu sais, les construire où, les abris d'aide temporaire, tu sais, à Haïti. Ça va être quoi l'impact d'ouvrir mon entrepôt en Ouganda, là? Je veux dire, j'ai quand même de la fierté, là, à avoir fait des recommandations claires, les avoir aidés dans le processus pour pouvoir, tu sais, essayer de faire la bonne chose. Mais bon, je pense que ma grande fierté overall, là, si on veut dire, c'est... Tu sais, ça a l'air beau, là, l'humanitaire, là, mais c'est une chasse gardée, là. Avoir accès à ces organisations-là, il ne faut pas penser, là, « Hey, là, t'arrives, toi, moi, je vais t'aider. » Tout le monde veut les aider. MIT veut les aider. Stanford veut les aider. Harvard veut les aider, puis ils aiment bien mieux travailler avec eux autres pour des raisons que vous comprenez, tu sais. Alors, d'avoir réussi à gagner la confiance, d'avoir monté mon réseau, d'avoir pu faire des projets avec eux, d'avoir placé mes étudiants à l'ONU, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail, puis c'est du travail non gratifié au quotidien. Je veux dire, l'école ne me donnera pas la titularisation parce que j'ai parlé pendant 50 heures au téléphone avec WFP, là. Mais j'ai besoin de le faire, là, ça. Puis je n'aurai pas de reconnaissance à l'international parce que j'ai fait un two-pager pour Première Urgence internationale. Mais ça, c'est des heures et des heures de travail. C'est beaucoup gagner la confiance des organisations, de faire ses preuves, gagner son réseau. Puis ça, je pense que, je ne sais pas si ça va être périn, je ne sais pas si dans 10 ans, je ne sais même pas si je vais être encore capable de le faire. Mais du moins, d'avoir réussi à le faire pour le temps que ça dure, je suis vraiment fière d'avoir réussi à accomplir ça. Je pense que c'est ça. Bravo. Tu sais, puis c'est des organisations, oui, bravo, Marie-Ève. C'est touchant parce qu'on reconnaît tout l'effort que ça représente. Ce pas des organisations qui sont ici, être capable d'établir ta crédibilité auprès d'elles, toutes les heures que ça a pu requérir, puis tout le bien que tu as réussi à faire, puis que tu vas faire encore autour de ça. Bravo, merci Marie-Ève. Valérie? J'aurais dû me mettre avant, là. Encore, moi, je passe après, puis que là, je vais l'avoir là facile. C'est un peu comme Marie-Ève, le fait d'avoir gagné une crédibilité auprès des acteurs, parce que pour moi, c'est ça qui va être le moteur de tout le reste. C'est ça qui va nous permettre de former les étudiants dans des milieux concret. C'est ça qui va nous permettre d'avoir de la recherche qui fait du sens. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un impact. Fait que d'être capable de gagner cette crédibilité-là puis de la maintenir dans le temps, ça, c'est une de mes grandes fiertés. Puis ça a passé par... Marie-Ève parlait beaucoup de l'international. J'ai travaillé beaucoup dans les dernières années au Québec puis au Canada. C'est sûr qu'on a moins la compétition de MIT, Stanford au Québec, au Canada, mais il y en a d'autres aussi grandes. C'est sûr qu'au Québec, le fait d'avoir... des chercheurs d'ici, ça peut être positif, mais des fois, il y a un manque de connaissances. Mais, tu sais, Marie-Ève en a parlé, ça demande extrêmement de temps. Tu sais, cette confiance-là, puis cette crédibilité-là, elle ne se gagne pas toute seule. Je ne compte plus les heures que j'ai passées à parler avec des partenaires potentiels. Puis ça, on ne les voit pas nécessairement dans les demandes de subventions. On ne le voit pas dans les articles scientifiques tout le temps qu'on a passé. Sincèrement, j'ai dédié une partie de ma sabbatique l'année passée à me promener à travers le Québec, en passant par la Côte-Nord, l'Abitibi, pour aller me promener dans les entrepôts, aller
parler avec les pompiers, aller rencontrer les gens sur le terrain. Puis, tu sais, là, on ne parle pas de recherche de haut niveau, là, au sens académique. On parle d'écoute, on parle de discussion, d'ouverture, puis de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Marie-Ève le mentionnait au début, quand on commence puis qu'on s'intéresse à un milieu, on ne sait pas trop où tout ça va nous mener. On ne sait pas quel genre d'équipe va falloir monter pour être capable, parce que bien sûr, on a une expertise, mais on n'est pas capable de tout faire non plus. Mais tu sais, si je pense à des exemples tout simples, là, puis ça peut paraître très banal, mais ça ne l'est pas. Tu sais, cet été, j'étais dans un entrepôt, puis on discute de leur processus et tout, puis à un certain point, je dis « Ouais, mais il me semble que si vous faisiez... Peut-être vous pourriez monter votre étagère de 1 pied, puis ça vous éviterait des doubles manipulations, puis en même temps, vous sauveriez 17 palettes au niveau du stockage. » Il cherchait de l'espace de stockage. Puis là, le gars, il me regarde, « Ouais, OK. » Puis tu sais, des fois, juste un petit détail comme ça peut changer la relation. Ça paraît, comme je vous dis, très banal, mais va dire, « OK, ouais, finalement, elle s'intéresse à ce qu'on fait, elle est prête à nous aider. » Fait que des fois, c'est des petits détails justement, qui ne sont pas nécessairement valorisés, là. Je ne recevrai pas de médaille pour ça. Mais, remonter une étage. Oui. Tu sais, eux, ils ont le nez collé dessus, là. C'est pas des gens qui sont compétents, là. Mais, puis hier, je passais la journée à la Croix-Rouge, puis j'ai démonté des lits qui sont dédiés pour quand ils montent là, des centres d'évacuation. J'ai passé le balai, mais ça m'a permis de parler avec des gens qui font... les opérations, de mieux comprendre leur réalité. Mais tu sais, ça, c'est du temps. J'ai passé une journée, là, dans ce temps-là, je ne veux pas dire que je fais pas d'autres tâches, c'est des tâches connexes parce que j'apprends, mais ça prend extrêmement d'efforts puis de temps pour arriver là. Fait qu'il faut avoir plusieurs chapeaux. Puis, une fois qu'on a gagné cette crédibilité-là, pour la maintenir, il faut répondre aussi à l'appel. Quand ils nous appellent, il faut qu'on livre. Il faut qu'on soit capable... S'ils nous appellent, puis une communauté dit « Ah, j'aimerais ça que tu viennes faire une présentation pour nous parler de ton projet. » Puis là, tu es comme « OK, j'ai un examen à préparer, j'ai ça. » Faut que tu sois prête à moins dormir puis à dire « Je vais y aller. » Tu prends l'opportunité quand elle se présente. Fait que tout ça, c'est des moments qui sont peut-être moins valorisés, mais qui sont absolument nécessaires pour avoir des problèmes pertinents, pour avoir des données intéressantes. Puis bâtir cette crédibilité-là va nous permettre d'avoir accès à tout ça plus rapidement aussi. Je voudrais juste ajouter un truc. Là, Valérie, c'est vraiment la king pour ça. Là. La recherche de financement, là. Coca-Cola ne nous donnera pas 500 000 pour nous aider à optimiser leur route de camion. Là. Nous, on travaille avec des organisations qui ont des ressources limitées. Là. Fait que notre financement, là, on va les chercher, là, des petits coups de pinotte ici et là. Là. C'est vraiment pas facile là, d'aller chercher de l'argent par opposition à faire de la recherche pratique avec des organisations à but lucratif. Là. Puis, tu sais, ça aussi, là, ça prend de la créativité, puis ça prend beaucoup de travail. Là. Puis Valérie est rendue pas mal bonne là-dedans. Tu parlais tantôt d'une balance entre, tu sais, ce qu'on peut leur apporter dans un avenir relativement proche, puis nous, ce qu'on veut avoir comme chercheurs. Fait que, tu sais, on a comme un rôle aussi d'éducation à faire, de pédagogie à faire avec eux pour qu'ils comprennent notre positionnement, puis qu'on comprenne aussi leur réalité. Fait que souvent, dans les demandes de subventions, tu sais, moi, j'ai toujours un premier volet qui est vraiment très, très, très pratico-pratique, que dans 6 mois, on est capable d'avoir une retombée pour eux. Puis après, quand tu leur dis « Ouais, mais en échange, j'aimerais ça avoir des données, puis j'aimerais ça faire quelque chose d'un peu plus, on va dire flyé, là, quelque chose de scientifiquement, peut-être que vous n'aurez pas besoin dans un avenir proche, mais on peut-tu se projeter dans 5-10 ans? » Fait qu'il y a cette balance-là, puis ça demande de l'écoute, mais ça demande de la créativité aussi pour être capable de faire un montage qui fait du sens pour les partenaires, puis aussi pour les organismes subventionnaires. Ça en prend du temps, hein? Puis c'est pas tous vos efforts qui mènent à des lignes directes sur le CV, hein? Mais c'est essentiel. Puis on sent que ça prend beaucoup de motivation intrinsèque pour arriver là aussi, parce que le chemin est long avant d'avoir les données, puis d'être capable de rédiger des articles, d'aboutir à cette finalité-là. De loterie là-dedans. Des fois, on passe oui. du temps, puis ça mène à rien au final, puis il faut qu'on soit prêt à l'accepter. Puis des fois, il faut être patient. On sème une graine, puis ça va prendre 10 ans avant qu'on la récolte. Mais je pense que c'est inévitable quand on veut travailler dans ce domaine-là. Bravo. Merci. Fanny?
Oui, bon, facile de passer après ces 2 interventions. En fait, moi, je veux commencer avec une anecdote. J'étais à Academy of Management Conference et puis sur une des nombreuses sessions sur l'impact. Donc, qu'est-ce que l'impact? Comment est-ce qu'on peut faire de l'impact? Et bon, ça mange quoi en hiver, l'impact? Et il y avait Jean Bartonek qui était là. C'est une très, très grande ethnographe dans le milieu. Et puis, à un moment donné, elle a arrêté tout le monde, là, puis elle a dit « C'est quoi l'impact pour toi? » Puis là, il y en a qui disaient des interventions dans les médias, il y en a qui disaient de la co-construction de savoir, des ateliers, l'enseignement aux étudiants, tout ça. Puis elle a dit « Non, non, non. L'impact, c'est de créer des liens. » C'est aussi simple que ça. C'est de tisser une toile de liens. Et puis, c'est ça, l'impact. Ça passe par là. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, moi, je vais m'en aller. Elle est assez direct, la madame. Mais donc, tu sais, je réponds à ta question, Caroline, en prenant sa définition. Donc, pour moi, ça a été tisser des liens. Entre autres, j'ai quand même, je lève ma main, là, j'ai quand même traversé pour aller dans le côté obscur de la force en logistique, là. Moi, j'étais en management, OK? On est littéralement à l'opposé dans le building, OK? J'étais allée dans le bureau à Marie-Ève en disant... Je pense qu'on pourrait se parler, puis ça a pris du temps avant qu'on se parle. Là. C'est un cercle puis un carré, là, ça marche pas, là, tu sais. Donc... C'est qui le carré? Ah! Je sais pas. Mais tu sais, donc tisser des liens d'un point de vue académique, donc monter des communautés qui veulent réfléchir aux enjeux de la gestion de désastre d'un point de vue de gouvernance, de logistique, de l'humain, tout ça. Moi aussi, j'ai une grande fierté, ça a été aussi de gagner la confiance des intervenants dans le centre de crise où j'étais. C'est pas facile, la gestion de crise de nos jours. Tu sais, des activations, avant, ça pouvait durer 3-4 jours. Moi, j'ai vu une équipe qui a été 45 jours en activation. Ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est des gens qui ont de la misère à aller aux toilettes tellement qu'ils sont sur l'adrénaline et qui sont tellement sollicités par la gestion de crise. Et de sentir que j'ai assez leur confiance pour que, je veux dire, j'ai fait 80 entrevues, il n'y en a pas un qui n'a pas pleuré, là. Tu sais, genre, ils se sont vraiment révélés dans toute leur vulnérabilité. Ils ont parlé de leurs enjeux, de leurs difficultés. Puis ça, pour moi, ça vaut de l'or. Et puis, ça fait que, tu sais, je les considère comme des partenaires, des amis même aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un qui est venu ici pour faire une présentation au ministère de la Sécurité publique devant différents élus municipaux parce qu'il voulait partager cette expérience-là. Puis une des questions que les gens de la communauté lui demandaient, c'est parce que lui était chef de pompier et puis il a complètement renversé la culture dans cette industrie-là. Et il y a un élu qui a dit « Comment vous avez réussi à changer une culture dans un milieu comme celui-là qui est assez bon, disons, psychorigide? » Et là, il disait « C'est parce qu'on a tué 173 personnes dans un feu. » OK? Et il y a eu une enquête publique et on s'est fait ramasser par la communauté. C'est comme ça qu'on a changé la culture. Et moi, je pense pas qu'il y aurait eu cette réponse-là si on n'avait pas braillé ensemble pendant 3 mois avant. Donc, il y a cette complicité-là, cette confiance-là qui fait en sorte que c'est des gens qui deviennent vraiment des partenaires à la construction de savoir. Puis moi, j'écris beaucoup avec eux. J'écris dans des journaux pratiques. Je fais des présentations dans des conférences aussi. Donc, je réponds à l'appel. Et pour moi, c'est ça. Le transfert, c'est de tisser cette toile-là puis d'être capable de la maintenir dans le temps. Fait que, voilà. Je peux juste rajouter un petit point par rapport à ça. Fanny parlait de se livrer et tout. Je dirais que malgré les défis qu'on a, quand on arrive à se parler puis qu'il y a une connexion qui se crée, moi, les gens sont vraiment très ouverts. Puis quand on met le pied dans la porte puis qu'on arrive à bâtir cette confiance-là mutuelle, la porte est grande ouverte, là. Fait que moi, je remercie tout le monde, en fait, hein, qui m'a ouvert sa porte juste un petit peu, puis qui m'a donné l'occasion d'aller les rencontrer parce que, au final, ça a amené à plein d'initiatives très, très intéressantes. Beaucoup de motivation, mais ça prend beaucoup de qualités humaines que vous avez, vous toutes les trois. Puis, vous êtes un bel exemple d'impact qu'on peut avoir dans une école de gestion. Donc, puis vous le faites bien rayonner aussi. Il va falloir le faire encore davantage, mais je trouve que c'est remarquable. Donc, bravo à vous trois. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on passe aux questions des participants. C'est une question orientée sur l'action, l'avenir. Donc, si vous étiez
On vous demandait, et on vous demande souvent des recommandations, mais si vous en aviez quelques-unes à formuler, que ce soit au gouvernement ou à des organisations sur le terrain, quelles seraient vos principales recommandations? Donc, on peut commencer avec Marie-Ève. Valérie, on va laisser le mot de la fin à Fanny. Je vais dire quelque chose de plate. OK, merci. Avoir une espèce de plateforme où les données sont centralisées et accessibles pour permettre de prendre des décisions basées sur des analyses et des données probantes et non pas sur des impulsions politiques ou genre non justifiées. Si on pouvait, parce que les données, il y en a pas, mais sont fragmentées, sont difficilement accessibles, donc c'est vraiment pas facile d'essayer, d'analyser les choses correctement pour s'assurer d'évaluer les impacts de faire ci, de faire ça, ou de pas faire ci, ou de pas faire ça. Mais si ces données-là pouvaient être centralisées puis accessibles, puis qu'on pouvait faire ce qu'on peut faire avec ces données-là pour proposer des recommandations basées sur des analyses, j'aimerais beaucoup ça. C'est un super bon point. Hein? Puis le volet politique embarque souvent rapidement. Donc, c'est notre rôle aussi de chercheurs de faire valoir l'importance de la science dans les prises de décision, surtout à notre époque. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. Oui, bon, c'est une bonne question. Puis ceux qui me connaissent, la politique, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Mais je pense que avec ce que j'ai pu constater dans les dernières années, je pense mieux valoriser puis mobiliser la recherche pour les acteurs, puis Marie-Ève le mentionnait, là, pour la prise de décision au niveau des gouvernements. Je pense que ça mènerait à des choses très intéressantes parce qu'on l'a vu récemment au Québec, hein, puis c'est pas juste dans la gestion des crises. Il y a beaucoup de décisions qu'on se questionne à savoir où la science, ou si la science a même eu un rôle à jouer là-dedans, puis à mon avis, c'est pas toujours le cas. Donc, je crois formellement qu'il doit y avoir plus d'initiatives où les chercheurs vont être impliqués, vont être autour de la table. Donc, je pense qu'il y a un rôle important à ce niveau-là. Je ne sais pas exactement par quels moyens il faut le faire, mais il faut vraiment faciliter créer des ponts entre le milieu de la recherche puis les acteurs au niveau plus gouvernementaux. Est-ce que ça passe par des observatoires? Est-ce que ça passe par des chaires collaboratives? Est-ce que ça passe par des programmes de formation au niveau des gouvernements? Je ne le sais pas, mais il faut qu'il y ait des ponts qui se fassent. On a un rôle à jouer certainement comme chercheurs. Il faut avoir de la visibilité, il faut aller les rencontrer, il faut aller les rencontrer chez eux. Donc, dans leurs conférences, il faut aller les rencontrer dans leurs colloques. Même si on ne comprend pas nécessairement la moitié de ce qu'ils racontent, il faut être là, il faut être assis, il faut qu'ils nous voient. C'est un côté politique d'être visible. Mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait une certaine ouverture puis qu'ils veulent avoir des facilités, qu'ils mettent en place certains facilitateurs. Marie-Ève va mentionner l'accès aux données. Ça peut être un facilitateur pour essayer de créer des liens plus forts entre les milieux gouvernementaux puis le milieu de la recherche. Puis je voudrais, d'un point de vue personnel aussi, que HEC gagne disons, je ne veux pas dire crédibilité, parce qu'HEC a beaucoup de crédibilité, mais quand on parle du milieu de crise, quand je vais dans des conférences plus professionnelles ou dans des communautés, souvent on dit, voyons, qu'est-ce qu'HEC fait ici? C'est quoi le rapport? Puis là, je suis comme, ouais, mais vous savez, on fait de la logistique, on a beaucoup d'expertise. Puis là, quand je commence à expliquer, ils sont comme, ah, ouais, ah, OK. Parce que souvent, je suis la seule université là, avec la Croix-Rouge, la SOPFEU, plein d'organismes, Wabenaki, des organismes qui œuvrent dans la gestion de crise ici au Québec. Puis là, il y a comme HEC qui se pointe, puis ils se posent souvent la question. Fait que moi, je voudrais que HEC, notre groupe, gagne en crédibilité puis en visibilité surtout. Parce que je pense qu'on a été en mesure d'acquérir une certaine crédibilité. Là, maintenant, je pense qu'il faut ouvrir la visibilité parce qu'au final, hein, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Je pense que comme chercheur, on gagne beaucoup à travailler avec ces organisations-là. Oui, c'est valorisant, mais on apprend énormément. Puis d'un autre côté, les organismes sont gagnants aussi à travailler avec nous parce qu'on apprend ensemble. Puis au final, c'est la société qui peut en bénéficier. C'est grâce au comportement que vous avez. Ça prend beaucoup de détermination. Il faut être présent, ça prend du courage, il faut se prononcer aussi auprès de différentes organisations, de la patience. Donc, vous êtes des bonnes ambassadrices en ce sens-là. Fanny? Bon, là, moi, je suis un petit peu champ gauche.
Probablement parce que je viens du côté... obscur? Ben, vous diriez obscur, moi je dirais le côté de la force. Écoutez, on n'a pas eu de mort encore en termes de gestion de désastres au Canada, officiellement là, cartographié. Il n'y a personne qui sont morts dans des feux, dans des inondations jusqu'à date. Thank God. Mais ça va arriver, OK? Potentiellement. Ah, Yves, tu me fais une face de peut-être qu'il y en a eu? Oui, OK, ouais, avec le verglas, oui, effectivement. Dans l'histoire récente, disons, depuis 2023, il n'y a pas eu vraiment... On a évacué des grandes communautés. Depuis 2 ans. Mais on a évacué des grosses communautés, mais il n'y a pas eu de grosses enquêtes publiques qui ont été faites. Ils n'ont pas été mis dans la soupe chaude comme ce qu'on peut voir en Australie. Ça a 2 effets quand ça se produit. La première, c'est que ça peut ridiculement politiser un processus relativement simple à la base, qui est la gestion de sinistres. Et de l'autre bord, ça peut faire des grandes transformations organisationnelles comme celles que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai vu des premiers ministres débarquer dans des salles d'activation et paralyser les opérations pendant 3 heures, alors qu'il y avait des gens qui étaient sur leur toit puis qui attendaient d'être sauvés. OK? Donc, moi, mon message est très politique. Et il dit, les politiciens, c'est des alliés. C'est le poumon ils ont le pouls des communautés. Ils sont capables de représenter les enjeux de leur communauté. Mais ça finit à la porte du centre de commandement. Ils rentrent pas... la gestion de crise, c'est pas un spectacle. Et Soraya a annoncé 100 millions de dollars pour des refuges d'urgence. Ça, c'est vraiment de weaponized disaster for political reasons. Excusez, c'est en anglais, là, mais on utilise la gestion de désastre pour pour aller chercher des votes. Moi, je suis foncièrement contre ça. Moi, en fait, il y a 2 affaires que je recommanderais. La première, ça serait d'avoir une société d'État en gestion de désastre. Là, je vois vraiment en grand. Donc, de garder le politique à un bras de la gestion de désastre, d'avoir des programmes de formation. On a justement des élus municipaux qui vont rentrer en poste. Ils n'ont pas de formation en gestion de sinistres. Ils vont peut-être être confrontés à des enjeux d'inondation. Ils n'ont jamais ouvert un cartable de gestion de crise. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas ce que ça mange en hiver. Il n'y a pas de formation officielle qui est offerte ici. Donc, on a un leadership stratégique qui est renouvelé aux 4 ans et qui ne sont pas outillés. Donc, moi, je pense que ça prend d'outiller cette nouvelle génération-là. Et aussi, tous les gens qui travaillent à l'échelle municipale et qui doivent travailler la résilience de leur communauté, justement pour qu'on évite des espèces de mesures politiques qui sont juste flashy, qui ont de l'air le fun. Ah oui, on va construire des bunkers, ça va coûter 100 millions. Pensez-vous vraiment que ça va nous sauver, là? Honnêtement. Juste ce matin, je sortais un article. Guterres vient d'annoncer que les effets indirects des catastrophes naturelles dans le monde, là, le coût de ça, c'est 2000 milliards de dollars. OK? Et leur campagne, présentement, c'est « Fund Resilience, not Response ». Donc, arrêtons de financer le désastre, travaillons la résilience. Donc, nous, on s'intéresse à tout ce cycle-là, la prévention, la préparation, la réponse et le rétablissement. Et moi, j'aimerais bien ça que le politique prenne un pas de côté et qui respecte le fait qu'on peut professionnaliser ça et qu'on peut structurer ça un peu mieux pour s'assurer qu'on a une résilience collective pour le futur et qu'on fasse face à ces désastres-là de manière plus... avec des beaux modèles, hein, c'est ça, voilà. Oui, parce qu'on n'est pas à nos dernières crises, malheureusement. Donc, développer ces aptitudes-là. Merci beaucoup pour vos réflexions à toutes les 3. Le temps file trop vite. On vous écouterait longtemps. Un grand merci. On a le temps. Il nous reste quelques minutes. On a certainement le temps pour une question dans la salle puis une question à distance. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut... Oui, on vous écoute. Je pense qu'il y a un micro. Vous pouvez vous diriger vers le micro. Vous nommez. Oui. Bonjour, je suis André, doctorant au département de management et félicitations pour tout votre travail. C'est très inspirant comme un doctorant d'écouter tout ça. Et donc, je suis un peu curieux pour savoir de vos rencontres avec les émotions difficiles des désastres, de la crise.
j'imagine que vous vient vous vient aux crises avec une approche plus rationnelle, plus scientifique, et vous rencontrez beaucoup d'émotions difficiles. Il y a l'adrénaline pour faire les choses, mais il y a aussi les disperses, il y a aussi les restrictions, il y a la fatigue. Donc, si vous pouvez élaborer un peu sur les rencontres avec ces émotions difficiles. Merci beaucoup. Merci. Ça va être moi, hein, ça? OK, parfait. Oui, c'est ça. En fait, les rencontres difficiles, moi, je fais de l'ethnographie, hein, donc je suis là, temps plein, je fais des 100 heures semaine où je suis dans l'organisation, je vais souper avec eux, je vais pêcher avec eux, donc je m'immisce complètement dans la dynamique organisationnelle. Donc, tu deviens un peu native, là, tu sais, donc tu parles leur langage. À la fin d'un an d'ethnographie, on connaît tous les acronymes, on est vraiment familier avec le milieu. L'ouverture, elle arrive n'importe quand. Hein? Donc, surprenamment, on pense que c'est durant la crise que les gens vont être très fragiles, mais souvent, c'est après. Donc, c'est la redescente qui est très difficile. Les gens ont de la misère à renégocier. La redescente d'une crise, ils veulent continuer à être high sur l'adrénaline. Ils veulent... j'ai déjà demandé à une intervenante, qu'est-ce que tu aurais besoin pour t'aider à redescendre de la crise? Puis elle m'a dit un tapis roulant. Donc, tu sais, c'est des gens là, qui veulent juste continuer à courir, tout ça. Et moi, quand je les ai vus la dernière fois, l'élastique avait pété. Donc, il y a des gens qui ont été hospitalisés pour des pneumonies, des gens qui ont eu des troubles cardiaques, de l'anxiété sévère, de la dépression, de la fatigue, des étourdissements, des gens qui sont tombés dans l'alcool, un paquet d'affaires. OK? Donc ça, c'est vraiment quand on est rendu tellement loin, on s'est tellement sursollicité. Et de ce que je comprends de l'industrie, c'est qu'on en rit presque. Là. C'est comme, ah oui, ton élastique a pété, on va se revoir dans 3 mois, puis ça va être bien correct. Donc, c'est vraiment un enjeu difficile. Comment moi, je reçois ça? Bien, moi, je suis travailleuse sociale de formation. Donc, disons que j'embarque dans l'écoute active, l'empathie. Donc, l'empathie, c'est vraiment l'idée de... Pour ceux, tu sais, c'est beaucoup galvaudé, ce mot-là, là, mais tu sais, l'empathie, c'est dire, je comprends ta situation, mais je ne l'absorbe pas en dedans de moi, là, tu sais, donc je sympathise pas, j'ai une relation empathique avec toi, donc, tu sais, j'accueille ce que tu dis, je reconnais ce que tu dis. Et si je peux partager juste une petite anecdote, l'avant-dernière fois où je suis allée, en fait, j'ai très empathisé avec tout le monde. Et puis, le boss du Centre de gestion de désastre, il m'a dit la prochaine fois, un petit peu moins empathique. Parce que, en fait, le fait de juste se sentir écouté et validé dans ce qu'on vit comme détresse, ça peut être juste assez pour qu'un individu fasse des sollicitations, se rebelle, nomme des choses, tu sais. Donc, en fait, moi, j'ai quitté en me disant « Ah, good job, tu sais, j'ai accompagné cette équipe-là, tout ça. » Et eux, après, ils se sont virés vers le boss, puis ils ont dit « On fait quoi maintenant, là? Parce que, tu sais, on a tout vidé notre sac, on voit clairement qu'on va pas bien. » Donc, moi, ça m'a mis un peu dans un enjeu, tu sais. Donc, c'est toujours difficile à négocier, les émotions difficiles, puis d'accueillir ce qu'ils disent sans nécessairement perturber les dynamiques organisationnelles. Ouais. Merci, c'était une très bonne question. Merci, Fanny. Le temps file ultra rapidement, donc oui, Joanne, bien sûr. Bien, merci. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions sur le web. Alors, écoutez, moi, vous me donnez un buzz, vraiment. Ça fait plusieurs années que je suis à l'école, comme on le sait, puis j'ai fait ce genre de recherche-là, puis que ça devienne vraiment mainstream et bien plus pertinent que ce que j'ai fait. Je trouve ça fantastique, vraiment, vraiment. Bravo. C'est vrai qu'on a à faire connaître ce volet-là à l'école le plus officiellement. Puis, tu sais, quand on se fait toujours dire « Ah, t'es à HEC, puis tu fais ça. » J'ai connu ça il y a 30 ans, il y a 20 ans, puis je pense que c'est extraordinaire. Je pense que votre implication démontre à quel point on peut être chercheur terrain et chercheur scientifique à la fois. Tu sais, on veut toujours nous mettre dans des cases, mais bon, c'est pas nécessaire. Ma question pour vous, je ne sais pas si une peut répondre. Dans l'ère ambiant dans lequel on vit, on est très individualiste.
est-ce que dans vos observations des crises, vous avez été à même de constater, est-ce que vous avez cherché ça, puis peut-être que la réponse, ça va être non, comment le collectif prend la crise versus l'individu? Est-ce que vous avez observé ça, donc l'intérêt collectif versus l'intérêt individuel? Merci. Merci pour la question, Joanne. Puis je vais faire la gardienne du temps. Si on veut respecter notre temps, ça va être une réponse sommaire, malheureusement. Je vais faire une mini-réponse. Moi, ce que je vois quand je me promène, c'est surtout le collectif. Ces liens qui sont tissés rapidement, ce sentiment de famille-là, que les gens se mobilisent pour gérer une crise, puis ils laissent leur individualité de côté. J'ai plus vu ça, moi, quand je me suis promenée. Vraiment le côté collectif. Oui. Au Québec, on a une gouvernance de responsabilité partagée autour de la gestion de désastres. En Australie, ils utilisent ce qu'on appelle le Incident Command System, donc c'est très militaire. Il y a des dangers dans les deux. Moi, quand on m'a dit que c'était responsabilité partagée ici, j'ai dit « Oh my God, on va frapper un mur », parce que quand c'est le temps d'une enquête publique, s'il n'y a personne qui était clairement, explicitement responsable, donc d'un point de vue individuel, on peut vraiment se faire, on peut vraiment se faire ramasser. De l'autre côté, par contre, un modèle ICS, ça peut aussi avoir des issues parce que là, ben, tu sais, le onus is on you. Là, la responsabilité est sur un seul individu, c'est très militaire. Donc, penser en dehors du protocole peut devenir un petit peu plus difficile. Il y a moins de flexibilité, on est moins rigide, c'est plus difficile d'improviser. Donc, je pense que ça a un lien, là, je fais ma stratège, mais ça a un lien avec la structure puis la stratégie de ta gestion de crise. Comment tu vas l'articuler, ça va déterminer si on est plus dans une logique collectiviste ou individualiste. Ouais. Et le politique, quand même, il faut le rappeler. Ça va avoir une incidence. Ouais. Merci, Fanny, Marie-Ève. Puis, bon, mais au niveau international, là, je pense que tout le monde le sait, là, l'humanitaire est en crise. Là. Des coupures de fonds, c'est rendu irrelevant. Le développement international, l'aide, il y a la guerre. Donc là, je pense que... je pense que je les ai laissés un peu tranquilles parce qu'ils ne savent même pas s'ils vont survivre dans le prochain mois. Là. Fait que c'est là qu'on en est. Je pense qu'on vous écouterait pendant des heures. Je pense que c'est comme un teaser qu'on a eu aujourd'hui. Il va falloir provoquer d'autres occasions pour être capable de vous entendre encore davantage. C'est pratiquement terminé. Je veux vous remercier chaleureusement, votre générosité, votre pertinence que vous avez partagée avec nous cet après-midi. Donc, merci Marie-Ève, Valérie, Fanny. On vous applaudit à nouveau. Merci. Merci à vous tous qui êtes en présentiel. Merci aux personnes qui étaient en ligne aussi ce midi. Puis, on aura un autre midi de la recherche le 26 novembre. Donc, très prochainement, vous recevrez une invitation. Cette fois, on parlera de vente puis de service à la clientèle. Donc, on aura notamment Bruno Lucier, qui est le directeur de notre institut de vente, et certains de ses collègues qui viendront nous parler de leur recherche dans ce domaine très différent, très pertinent aussi. Donc, merci encore une fois. Je vous souhaite un bel après-midi. À bientôt. Merci. Merci.